Merci d'être là, vraiment. Je suis ravie de vous accueillir une fois de plus pour cette 3e journée dédiée aux victimes, à leurs droits et à l'effectivité de ces droits. Mesdames, Messieurs les parlementaires, merci pour votre présence, votre constance, votre fidélité. Mesdames, Monsieur le secrétaire général, Monsieur l'inspecteur général des services judiciaires, Mesdames les directrices, Monsieur le directeur de l'administration centrale, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs membres du CNAV, le Conseil national d'aide aux victimes, Mesdames et Messieurs représentants des associations d'aide aux victimes, Mesdames, Messieurs les représentants du ministère de l'Intérieur, du secrétariat du droit des femmes, Mesdames et Messieurs, chers intervenants et participants, c'est toujours un exercice étrange, moi. Je suis obligée de m'y livrer tous les jours et parfois 3 ou 4 fois par jour. J'ai le sentiment, je culpabilise chaque fois que voilà, je salue avec plaisir les personnes que je mentionne, mais je culpabilise parce que je sais qu'il y a d'autres éminences dans la salle et que je ne les salue pas, mais en tout cas, je veux vous dire que la présence de chacun d'entre vous me touche profondément. Je vous en remercie, je vous exprime vraiment une profonde gratitude parce que je sais que nous vivons une période difficile, que la masse et la charge de travail, la complexité du travail aussi font que nous sommes tous très occupés. Nous avons aussi encore un peu le cœur et l'esprit lourds, mais votre présence prouve que vous acceptez de vous dégager de ces contraintes quotidiennes, particulièrement difficiles en ce moment, parce qu'en plus le quotidien lui-même n'a pas disparu, particulièrement difficile en ce moment, pour consacrer du temps, toute la journée, donc merci, toute la journée à réfléchir sur les droits des victimes, sur les innovations que nous pouvons envisager, sur la mutualisation des bonnes pratiques et faire en sorte que nous soyons en capacité de rendre réellement effectifs ces droits des victimes, parce que les énoncer, les inscrire dans la loi ne peut suffire, il faut s'assurer qu'ils sont effectifs, c'est-à-dire qu'ils atteignent bien les personnes qui doivent en être naturellement les destinataires. La société elle-même nous appelle à réagir puisqu'elle nous montre comment elle fait face, même lorsqu'elle a, comme nous, le cœur lourd, elle fait face à ces agressions, ces attentats violents, ceux du 13 novembre. Elle avait montré comment elle faisait face à ceux des 7, 8 et 9 janvier. Elle montre comment elle prend en main, d'une certaine façon, sa résilience, parce que d'une façon quand même, collectivement, nous sommes victimes. Il y a des victimes individuelles et nous n'aurons pas l'outrecuidance de comparer ce que nous ressentons avec ce que des personnes qui ont perdu des êtres chers, des personnes très proches, des personnes qu'elles aiment encore. Nous n'allons pas comparer cet état de victime donc entre ces personnes qui n'ont pas seulement le cœur lourd, qui ont eu leur vie chavirée ce 13 novembre, mais collectivement quand même, nous sommes pris d'assaut, nous sommes agressés et nous nous interrogeons quand même sur cette violence, cette forme d'agression et ce qu'elle vise. Mais nous voyons bien comment la société elle-même apporte des réponses. Le 11 janvier, comment elle a apporté ses réponses dans la rue massivement, en disant son attachement à ces valeurs qui étaient attaquées de façon aussi évidente, aussi manifeste. Et là, elle apporte des réponses aussi, des réactions, d'abord par ces hommages qui ont été rendus aux victimes sur les lieux des attentats, par cette présence aux terrasses des cafés, par cette présence massive sur la place de la République. La société prend en main sa résilience, elle dit qu'elle ne va pas se terrer, qu'elle ne va pas se laisser submerger par la peur, qu'elle apporte une réponse de dignité, de force morale, de plaisir d'être ensemble, qu'elle apporte ces réponses-là dans l'immédiat. Il nous revient, bien entendu, d'apporter des réponses d'une autre nature. Ce que font les magistrats qui ont en charge l'enquête, ce que font les associations de victimes, ce que font les associations d'aide aux victimes, ce que font les uns et les autres qui interviennent, et notamment la puissance publique, par tous ces moyens logistiques, mais par l'attention qu'elle doit apporter également à ces victimes et à leurs besoins. Et c'est pour ça que votre présence aujourd'hui est extrêmement importante. Je tenais absolument à ce que nous tenions cette année la 3e journée annuelle des victimes. Il n'y a jamais de bonne date.
Et donc aujourd'hui, on m'avait expliqué aussi que ça n'était pas une bonne date. Je ne vais pas vous dire pourquoi ça n'était pas une bonne date, je vais peut-être vous le dire tout à l'heure. Mais je veux pérenniser cette rencontre annuelle. Et pour la pérenniser, je sais qu'il faut être attentif les premières années à ne mettre aucun, ce que les personnes qui ont appris comme moi la couture à l'école primaire savent ce qu'on appelle un tissu ajouré. Donc il ne faut pas laisser de jour dans cette broderie, appelons-la comme ça, osons faire en sorte que les premières années, qu'au moins sur 5 ans, au moins que ce rendez-vous soit vraiment stable, après il va vraiment s'installer dans le paysage. Donc malgré toutes les difficultés, parce que c'est vrai que le 13 novembre a bouleversé nos organisations respectives, a bouleversé considérablement mon propre agenda, mais je leur ai dit que nous n'allions pas finir l'année sans tenir cette 3e journée annuelle. C'est pour ça que nous la tenons aussi tardivement. Si nous ne l'avions pas fait cette semaine, c'était fini. Alors, on m'a expliqué qu'aujourd'hui n'était pas le bon jour et c'était le seul jour possible dans la semaine. Ce n'est pas le bon jour parce qu'il paraît que c'est le jour de désignation des présidents de conseils régionaux. Mais je ne vois pas en quoi ça n'est pas un bon jour pour nous. Donc, nous la tenons et je veux vraiment, donc je vous le dis explicitement à vous, parce que, évidemment, c'est une évidence, je ne serai pas toujours là. Il faut que de vous vienne la pression, l'exigence du maintien de cette journée annuelle des victimes. Voilà pourquoi je vous explique qu'à mon avis, vraiment les premières années, il faut faire en sorte qu'elles se tiennent bien chaque année, de façon à ce qu'elles s'inscrivent dans l'agenda de la puissance publique, qu'elles s'inscrivent dans nos habitudes, parce que c'est une rencontre qui nous permet effectivement, comme aujourd'hui, de rassembler des victimes, des associations d'aide aux victimes, mais bien entendu des experts, des praticiens français, étrangers, qui se parlent, qui échangent, qui font remonter leurs pratiques originales, qui permettent de poser un certain nombre d'interrogations et qui nous permettent donc de mutualiser ces expériences, d'échanger, d'articuler nos réflexions et de faire en sorte que l'année qui vient soit encore une année de progrès pour les droits des victimes. L'an dernier, nous avions consacré la journée aux droits des victimes des actes terroristes et des accidents collectifs. Je vous avais annoncé la création de 2 pôles d'accidents collectifs. Ce fut chose faite dès le 26 décembre 2014 avec le décret qui a créé le pôle d'accidents collectifs de Marseille et celui de Paris. C'est vous dire que vos réflexions sont extrêmement utiles pour l'action publique. Le travail que vous effectuez là au cours de cette journée n'est pas vain. D'abord, évidemment, c'est un point d'orgue par rapport au travail que vous effectuez toute l'année, mais en plus, ce rassemblement donne une densité, une intensité particulière à vos réflexions, à vos expériences et à vos propositions, et ces propositions irriguent, inspirent l'action publique, et cela se fait par des actes extrêmement concrets. De même, durant cette année 2015, nous avons révisé la circulaire interministérielle d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme. C'était la circulaire interministérielle du 6 octobre 2008 qui organisait cette prise en charge. J'ai tenu absolument, après les terribles attentats de janvier, à procéder à une évaluation du dispositif de prise en charge des victimes. Tout le monde a fait des efforts considérables. Moi, je me souviens de l'implication, de l'engagement, de la disponibilité, je me souviens des propositions, je me souviens vraiment de la façon dont chacun qui a été impliqué dans la prise en charge des victimes s'est profondément engagé. Mais nous avons bien vu qu'il y a des choses que nous avons un peu apprises à faire en marchant. J'ai voulu, parce que nous étions confrontés, enfin pour nous en tout cas, certains d'entre vous non, pour la première fois à ces agressions, à ce nombre de victimes, à la diversité des demandes, à la diversité des situations. J'ai voulu absolument que nous puissions évaluer les réponses que nous avions apportées en situation de crise, dès la mise en place de la cellule interministérielle d'aide aux victimes, mais aussi après dans la prise en charge au long cours, qui évidemment n'est pas terminée pour les victimes des attentats de janvier et
qui a commencé pour les victimes des attentats du 13 novembre. Donc c'est au titre du ministère de la Justice que nous avons piloté la révision de la circulaire interministérielle de prise en charge des victimes d'actes de terrorisme. Je l'avais annoncé d'ailleurs à l'occasion de la journée des victimes d'actes de terrorisme. Et nous avons tiré enseignement de l'expérience des principaux acteurs de prise en charge. Donc ceux qui interviennent, les services de secours d'urgence, mais également les enquêteurs, les magistrats, également les médecins, les psychologues, les victimes elles-mêmes qui s'expriment, les associations d'aide aux victimes, le fonds d'indemnisation. Nous avons tiré enseignement de l'expérience des uns et des autres et nous avons conçu donc un nouveau dispositif, ou en tout cas un dispositif amendé, amélioré, qui a fait l'objet d'une circulaire interministérielle que nous avons publiée le 12 novembre, la veille des attentats, de sorte que le 13 novembre dans la nuit, nous avons dû mettre en place un dispositif que nous venions de rendre public, que nous venions d'acter. Donc il a fallu des efforts encore plus importants pour les uns et les autres, donc de la cellule interministérielle et de tous les partenaires qui interviennent dans cette cellule, les efforts des uns et des autres pour faire comme nous avions compris qu'il fallait faire mieux par rapport à janvier. Donc je veux remercier toutes celles et tous ceux qui y ont participé. Nous nous sommes adaptés. Il y a des choses que nous avons faites un peu vite. Nous avions compris qu'il fallait une seule porte d'entrée. Donc dès la soirée du vendredi, nous avons rendu public un numéro de téléphone qui devait basculer techniquement vers la cellule interministérielle. Ce numéro de téléphone, c'était celui de la préfecture de police, parce que l'évaluation du dispositif, nous avons conduit à voir qu'il pouvait y avoir des appels parasites et qu'il fallait donc un filtre qui pouvait éliminer ces appels parasites de façon à ne pas mobiliser inutilement les écoutants de la cellule. Donc ce dispositif a été mis en place. Le lendemain, nous nous sommes rendus compte que ce que nous savions déjà pour janvier, mais qui évidemment était à une autre échelle en novembre, que l'annonce de la confirmation du décès est un moment absolument terrible et qu'il est mieux de le faire. De toute façon, c'est abominable à faire, mais il est mieux de le faire par la parole devant la personne plutôt que par téléphone. Nous avons donc ouvert ce centre d'accueil physique à l'école militaire, de façon à permettre aux familles de venir et d'être là et d'être posées, d'attendre ce que souvent elles craignaient, une confirmation, dans des conditions certainement pas moins difficiles, mais auxquelles on n'ajoute pas encore un caractère plus pénible du fait que c'est par téléphone, qu'il n'y a pas de visage en face, qu'on n'est pas sûr aussi absolument de la façon dont la personne va réagir, même si ce sont des écoutants professionnels, même si ce sont des personnes qui savent comment annoncer ces nouvelles terribles. Il demeure que le faire en face, avec des personnes, avec des médecins tout près, des psychologues là à demeure, c'est beaucoup mieux. Donc ce centre physique a été ouvert dès le samedi, il a fermé pratiquement 2 semaines après, parce qu'il a accueilli des personnes tout le long. Donc nous avons tiré ces enseignements et nous avons amélioré le dispositif d'accueil, d'écoute, d'information, d'accompagnement des victimes. J'ai besoin des travaux que vous produisez dans cette journée parce que j'ai besoin de nourrir la politique d'aide aux victimes du gouvernement. J'ai voulu dès le début penser une politique cohérente, la rendre dynamique, faire en sorte qu'elle repose sur 3 principes. Celui de l'efficacité, être sûr que cette politique d'aide aux victimes est efficace, qu'elle atteint les victimes, qu'elle répond à la demande des victimes, qu'elle les aide à affronter l'épreuve difficile auxquelles elles sont confrontées. Le deuxième grand principe, c'est l'empathie sans essentialisme. L'empathie, c'est-à-dire comprendre que la victime est dans un état de vulnérabilité particulière et qu'elle peut avoir des demandes que nous, on n'anticipe pas ou qu'on ne comprend pas, qu'on n'entend pas. Donc, une disponibilité particulière de façon à être capable d'entendre, y compris ce qu'on ne s'attend pas à entendre. Sans essentialisme, cependant, parce qu'il ne s'agit pas, la puissance publique n'a pas à ancrer la victime dans son état de victime.
Au contraire, l'accompagnement, l'assistance, et vous le savez, parce que vous qui intervenez auprès des victimes, vous savez et vous y veillez, l'accompagnement, l'assistance doivent au contraire aider la victime à dépasser sa souffrance, sa douleur, sa vulnérabilité du moment qui peut être très long, ce moment. Il peut être très long, et j'entends même qu'il puisse durer toute la vie, ce moment. Mais notre responsabilité, c'est quand même d'aider la victime à convoquer, mobiliser les ressources qu'elle porte en elle, de façon à apaiser au moins partiellement sa souffrance, pour elle-même, pour son bien, l'aider à apaiser partiellement sa souffrance. Donc c'est ce que j'appelle le principe de l'empathie sans essentialisme. Donc une totale disponibilité pour entendre, ne rien juger, tout accepter, tout considérer, parmi les demandes, tout considérer comme légitime, apporter des réponses de franchise, ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on ne peut pas faire, mais ne pas juger la demande, et sans essentialisme parce qu'on ne vient pas enfermer la victime dans son état ou son statut de victime. Le troisième principe que j'ai énoncé pour cette politique d'accompagnement des victimes, c'est celui de l'innovation et de la méthode. Alors, je dirais de la méthode d'abord et de l'innovation après. Celui de la méthode. Nous devons réfléchir aux méthodes d'accompagnement des victimes. Et donc, sur la base de ces trois principes, j'ai construit une politique sur trois piliers, avec un trépied. Le premier pilier, ce sont les moyens. Il faut des moyens. On peut avoir tous les principes qu'on veut. Si on ne met pas les moyens en face, les principes restent beaux, flamboyants peut-être, mais sans efficacité. Donc les moyens et essentiellement les moyens budgétaires. Le deuxième pilier, c'est la doctrine. Comment on pense cet accompagnement des victimes? Comment on construit cet accompagnement des victimes? Et le troisième pilier, c'est, comme pour les méthodes, donc les structures d'une part, les structures permanentes et les innovations qu'on peut introduire. Pour ce qui concerne les moyens, je vais vite, les moyens budgétaires, vous connaissez ma politique budgétaire. Nous avons trouvé en 2012 un budget d'aide aux victimes de 10 millions d'euros. Il avait baissé sur les 3 dernières années du précédent quinquennat. Dès la première année, j'ai décidé de rattraper ces 3 années de baisse, donc je l'ai relevé de 27%. Nous sommes passés donc de 10 millions d'euros à 12 millions d'euros la première année. C'est une hausse que j'ai maintenue d'année en année, à telle enseigne que pour cette année du budget 2016, nous en étions au doublement du budget de l'aide aux victimes, c'est-à-dire que nous étions à un budget de l'aide aux victimes de 20 millions d'euros, le doublement de celui que nous avons trouvé en arrivant à 10 millions d'euros. Nous sommes encore un peu mieux parce que grâce au complément budgétaire que j'ai obtenu dans le cadre du plan de lutte antiterroriste version numéro 2, j'ai affecté 5 millions d'euros supplémentaires au budget d'aide aux victimes. Donc pour l'année 2016, nous allons disposer de 25 millions d'euros pour le budget d'aide aux victimes. Par ailleurs, une mauvaise habitude avait été prise de réduire les subventions des associations d'aide aux victimes. Nous avons mis un terme à cette mauvaise habitude et nous avons augmenté, entre 2013 et 2015, la subvention aux associations d'aide aux victimes de 25%. Donc ça, ce sont les moyens budgétaires. Il faut avoir les moyens d'agir, il faut avoir les moyens de réagir aussi vite et aussi bien que possible. Ensuite, la doctrine. La doctrine. Selon quelle logique, selon quelle cohérence nous intervenons auprès des victimes? 2 principes simples. Le premier, c'est l'accessibilité. Faire que les choses soient faciles. Les victimes sont dans un état de vulnérabilité. Même les personnes extrêmement fortes, au moment où elles sont percutées par une souffrance, elles sont dans un état de vulnérabilité. Donc il faut que les choses soient faciles. Donc l'accès doit être facile. Illustration simple, compte tenu de la tragédie que nous avons vécue le 13 novembre. Illustration simple, je l'indiquais, la révision de la circulaire interministérielle, un seul numéro. Le reste, on se débrouille derrière. Un seul numéro. Un numéro pour les victimes, un numéro pour les témoins. Parce que toute la complexité qui est derrière, ça doit être notre affaire. La complexité, elle existe déjà en période de crise. Comment orienter?
vers un écoutant psycho, vers un expert judiciaire, juridique, vers un spécialiste des questions de succession éventuellement. Comment percevoir et orienter. Donc l'entrée simple, l'entrée doit être simple. Nous sommes passés là maintenant à l'accompagnement au long cours. Donc nous avons fermé la cellule interministérielle, mais le relais a été pris avec tuilage, donc avant même la fermeture de la cellule, par le comité de suivi qui est piloté par le ministère de la Justice. Donc ce comité de suivi assure le suivi, l'accompagnement au long cours. Même principe, une entrée facile. Donc nous avons décidé de conserver le même numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone permet d'entrer sur l'INAVEM. L'INAVEM procède à la première analyse qui permet de déterminer quels sont les besoins et d'orienter derrière. Donc là encore, la complexité, c'est notre affaire. L'entrée est simple, l'expression, les demandes, même si elles sont multiples, elles doivent être exprimées à ce stade de l'entrée et après, la prise en charge est assurée. 54 associations mobilisées sur l'ensemble du territoire. Paris Aide aux victimes, en particulier ici, donc à Paris, a ouvert ce lieu d'accueil physique. Sur le territoire, avec les 54 associations mobilisées, il y a des lieux d'accueil physique. Donc après, c'est notre affaire, la complexité. Est-ce qu'il faut orienter pour une prise en charge psychologique? Est-ce que c'est une question matérielle? Est-ce que c'est une question juridique, judiciaire? Est-ce que c'est une question de prise en charge des enfants, devenir pupille de la nation? Est-ce que c'est une question de provision et d'urgence matérielle et financière? Tout ça, cette complexité, c'est notre affaire, une porte d'entrée simple, et à partir de cette porte d'entrée, la personne est correctement orientée. Donc ça, c'est le premier principe, l'accessibilité. Le deuxième principe, c'est celui encore des méthodes, c'est-à-dire comment faire en sorte que notre intervention soit efficace. Nous avons mis en place des méthodes que je vais exposer très, très sommairement, mais il nous faut être sûr que les réponses que nous apportons soient des réponses efficaces. Et c'est pour ça que j'ai tenu à l'individualisation du suivi des victimes et que j'ai tenu à ce que les dispositifs innovants que vous-même avez suggérés ou proposés, que ces dispositifs soient dans un premier temps expérimentés, dans un deuxième temps évalués, et dans un troisième temps généralisé. Et c'est ce que nous avons fait sur toute une série de dispositifs. Par exemple, le téléphone grave danger pour les victimes particulières des violences, on dit dans le couple, en famille, et parfois ça se passe tout bêtement dans la rue, même si c'est par un ancien conjoint. Donc pour les femmes qui sont particulièrement victimes de violences, vous savez que nous avons généralisé le téléphone grave danger. Donc là aussi, nous avons procédé de la même façon. D'abord, une expérimentation, à l'initiative d'ailleurs de juridictions, parce que ce sont des juridictions qui ont conçu le dispositif et qui l'ont expérimenté dans leur ressort. Ce dispositif a été évalué et en 2014, j'ai décidé donc de le généraliser sur le territoire. Donc nous l'avons, il a été expérimenté par ces juridictions, nous l'avons évalué et nous l'avons généralisé. La circulaire que j'ai adressée d'orientation de politique pénale sur ces contentieux en particulier est datant du 25 novembre 2014 à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette circulaire indique les priorités d'action. Et vous savez que par la loi du 4 août 2014, nous avons introduit toute une série de dispositifs qui concernent l'ordonnance de protection, qui concernent l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal, qui prennent en considération les raisons pour lesquelles souvent les femmes restent dans le contexte familial parce que économiquement elles sont fragiles et dépendantes, et qu'il y a lieu donc d'apporter des réponses, prendre en charge les enfants, parce que les enfants sont souvent témoins de ces violences. Donc la circulaire de novembre 2014, la généralisation du téléphone grave danger, de sorte que nous sommes passés de 80 unités à 400, et nous allons atteindre 700 téléphones grave danger disponibles sur le territoire à l'initiative dont l'usage, l'attribution se fait à l'initiative des procureurs de la République. Nous avons, vous le savez, également généralisé les bureaux d'aide aux victimes. Lorsque nous sommes arrivés, il existait 50 bureaux d'aide aux victimes. Il en existe aujourd'hui 158. 158, c'est un peu mesquin. Donc, ce sera. Ce qui manque, je sais, parce que j'étais un peu énervée récemment, effectivement, d'entendre, enfin récemment, il y a quand même 4 mois,
d'entendre qu'il y en avait 158, alors que j'ai martelé que j'en voulais dans chaque tribunal de grande instance. Je crois que ce sont des questions immobilières, ce sont des difficultés pratiques qui font que... alors, il y en a 8 qui vont être créés bientôt, c'est ça? Oui, vite. Ensuite, nous allons... Alors, les bureaux d'aide aux victimes, nous les avons consacrés en plus dans la loi, c'est-à-dire que vous savez que par la loi du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et au renforcement de l'efficacité des sanctions pénales, nous avons consacré dans la loi, donc le code de l'organisation judiciaire, les bureaux d'aide aux victimes, parce que voilà, je ne veux pas qu'on les ferme, que ce soit, c'est facile après de les fermer. Bon, c'était un peu compliqué de les ouvrir dans la mesure où nous étions partis sur un schéma un peu standard, un peu formaté, mais j'ai voulu, parce que j'avais quand même conscience que la consigne que j'avais donnée, que dans la même année, l'année 2013, nous puissions ouvrir un bureau d'aide aux victimes dans tous nos tribunaux de grande instance, j'avais bien conscience que c'était quand même un travail lourd, difficile, et qu'il fallait m'assurer qu'il serait bien effectué, que nous allions percevoir les difficultés et y répondre. Donc, dès le mois de juin 2013, j'ai diligenté un audit par l'inspection générale des services judiciaires, ce qui a été extrêmement utile parce que ça nous a permis que le schéma un peu formaté que nous avions conçu méritait des adaptations. Donc nous avons procédé à des adaptations et nous avons mis en place des bureaux d'aide aux victimes qui correspondent davantage aux TGI dans lesquels ils sont accueillis, davantage à la typologie de délinquance du ressort, davantage au fonctionnement des juridictions. Donc nous avons vraiment organisé les choses, davantage aussi au mode opératoire des différentes associations qui tiennent ces bureaux. Donc nous avons adapté tout ça, nous avons maintenant des bureaux d'aide aux victimes qui correspondent aux besoins dans les lieux où ces bureaux sont implantés. Nous allons en installer dans les cours d'appel parce qu'il faut aussi que les victimes, en cas d'appel, puissent être accueillies, orientées, informées, accompagnées correctement. Ensuite, nous avons, je vous ai parlé tout à l'heure de l'accompagnement individualisé, la prise en charge individualisée des victimes. J'y suis extrêmement sensible. J'y suis extrêmement sensible parce que je crois que c'est vraiment là la clé de l'efficacité. La clé de l'efficacité. Les réponses générales sont des réponses efficaces la plupart du temps. Mais il y a un surcroît d'efficacité à vraiment ajuster la réponse à la demande, à l'état de la personne, à la situation aussi, parce qu'avec ce suivi individualisé, nous permettons que toutes les victimes fassent l'objet, puissent bénéficier d'une analyse de leur situation qui permettent à celles qui sont plus exposées que d'autres à des représailles, à des intimidations, à une seconde victimisation, que celles-là fassent l'objet d'une prise en charge très, très particulière, très individualisée. Et cela aussi, nous l'avons introduit dans la loi. Donc, nous avons procédé là aussi par expérimentation. Donc, j'ai décidé fin 2013 que toute l'année 2014 serait une année d'expérimentation. Elle a eu lieu dans 7 tribunaux de grande instance. Cette expérimentation a été évaluée. Nous avons vu qu'elle méritait effectivement, qu'elle donnait des résultats tout à fait encourageants et satisfaisants. Et j'ai donc décidé de la généraliser. Et j'ai inscrit cette généralisation du suivi individualisé dans la loi du 17 août 2015. Donc nous avons cette capacité de répondre. La prise en charge pluridisciplinaire a été confortée. Les associations d'aide aux victimes savent qu'il faut regrouper des équipes de compétences, d'expertise différentes. Donc cette prise en charge pluridisciplinaire est confortée et ce suivi individualisé est désormais généralisé. Il est inscrit dans la loi. Le décret d'application sera publié dans quelques jours. Je veillerai à ce que ce soit fait avant la fin de l'année. Donc la méthode est là constamment. L'expérimentation, l'évaluation et la généralisation. Il nous faut des dispositifs innovants. Celui-là en est un, le suivi individualisé des victimes, mais il faut d'autres dispositifs innovants. Et c'est ce que vous allez proposer. Il y a un certain nombre de thématiques qui vont être traitées aujourd'hui, notamment la question de la prise en charge des mineurs qui sont victimes des réseaux de traite. La France est de plus en plus toujours un pays de destination, de plus en plus un pays de transit. Nous avons mis en place un dispositif, c'était le 10 mai 2013, un dispositif de lutte contre les réseaux de traite. J'ai moi-même diffusé une circulaire
pour demander que, notamment, face à cette délinquance et à cette criminalité, que les magistrats retiennent, chaque fois que c'est possible, la qualification la plus haute, la plus élevée. Donc, pas seulement le proxénétisme, mais également la traite des êtres humains, ce qui nous permet en plus de mieux coordonner nos actions avec les autres pays européens notamment, parce que nous savons que c'est particulièrement une criminalité transfrontalière. Donc, sur les mineurs, vous allez travailler aujourd'hui en particulier sur les mineurs et sur la traite des mineurs. Nous avons mis en place le dispositif. Il y a cet accueil sécurisé, l'accès qui permet d'orienter les victimes mineures vers les associations spécialisées. Nous avons 70 partenaires répartis sur l'ensemble du territoire. Nous avons donc une réponse construite et organisée. Nous devons encore la renforcer et l'améliorer, et vos travaux d'aujourd'hui y serviront. Je vous en remercie. Voilà pour l'essentiel. Par ailleurs, vous savez que nous avons un projet de loi qui est enfin en cours de navette parlementaire, qui s'appelle J21, qui est un projet de loi de réforme de la justice civile, d'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de la justice, de modernisation de ce fonctionnement de la justice. Nous avons dans ce ministère un retard qu'il fallait rattraper très vite, notamment sur les technologies, le numérique, la correspondance numérique. J'ai dû faire adopter un texte de loi pour permettre la communication électronique en matière pénale. En matière civile, nous avons pu le faire par décret. Mais voilà, nous en étions là dans ce ministère. La communication électronique n'était pas possible. Elle l'est depuis. Et nous modernisons le fonctionnement. Donc, cette année, vous savez que notre première version de Portalis est disponible. Elle permet dans un premier temps d'accéder à des informations de n'importe où, mais elle permettra sous peu, dans la deuxième version, d'intervenir sur sa procédure, donc non pas seulement d'être informé, mais de pouvoir agir et pratiquer des actes. Elle sera donc à la disposition des victimes, des justiciables, et également des professionnels de la justice, et singulièrement, bien sûr, des auxiliaires de la justice que sont les avocats, les notaires et les huissiers notamment. Nous avons, avec ce projet de loi J21 qui est déjà passé au Sénat, généralisé une expérimentation qui avait également eu lieu, que j'avais lancée en septembre 2014, sur le service d'accueil unique du justiciable. Nous avons fait 2 vagues d'expérimentation, une en septembre 2014, une autre en février 2015. Nous avons évalué cette expérimentation et nous l'avons donc généralisée dans ce projet de loi qui est passé au Sénat et qui sera examiné prochainement par l'Assemblée nationale. Donc voilà les choses que nous mettons en place. Tout cela, il y a les réponses spécialisées, individualisées, extrêmement ciblées pour les victimes. Et puis il y a cette modernisation, non pas du ministère de la Justice, non pas de l'autorité judiciaire, mais du fonctionnement de nos juridictions. Cette modernisation qui nous permet d'apporter une réponse générale à tous les justiciables et donc aux victimes. Concernant les victimes, nous allons procéder également à l'évaluation, pas l'évaluation, mais la mesure régulière de la prise en charge des victimes. 75 000, je crois à peu près, 75 000 victimes ont été accueillies cette année. Non, c'était 2014, nous n'avons pas encore les chiffres de 2015. En 2012, c'était 43 000 victimes. Donc, il est évident que les bureaux d'aide aux victimes ont aidé à accueillir les victimes. Ceci étant, nous savons tous que nous n'accueillons pas toutes les victimes. Parce qu'il y a des victimes qui ne savent pas, il y a des victimes qui ne veulent pas, et puis il y a des victimes voilà, qui ont besoin qu'on aille les prendre à un moment, à ces moments-là. Donc, moi, j'ai besoin de savoir combien de victimes chaque année, combien de victimes ont eu affaire à nos juridictions et combien de victimes ont été accueillies et reçues. Donc, nous avons mis en place un indicateur de performance qui, donc, à partir de cette année 2016, va suivre l'évolution du nombre de victimes identifiées dans le cadre des procédures et du nombre de victimes reçues par nos bureaux d'aide aux victimes et les associations d'aide aux victimes. Ça nous permettra de savoir et sans doute peut-être d'être un peu proactifs, c'est-à-dire d'identifier des victimes qui ne sollicitent pas, qui ne demandent pas, mais qui ont besoin et vers lesquelles on pourra peut-être effectuer une démarche et leur proposer cette assistance, cet accompagnement. Voilà, pardon, j'ai été inutilement
pas totalement inutilement, mais j'ai été incontestablement trop longue dans mon propos. Mais c'était pour vous dire vraiment l'importance, d'une part, que j'accorde à la nécessité de concevoir une politique d'aide aux victimes, je dirais plutôt d'accompagnement, je préfère l'accompagnement à l'aide, une politique d'accompagnement des victimes qui soit efficace, qui soit individualisée, qui soit sensible et qui permette aux victimes d'affronter ces moments-là le mieux possible avec l'accompagnement et l'assistance de la puissance publique qui doit aux victimes le rétablissement du lien social qui est rompu justement par la souffrance qu'elles subissent du fait d'autres, hein, que ce soit dans la délinquance ordinaire, du fait d'un auteur, ou que ce soit dans les attentats du fait de ces criminels, de ces terroristes. J'accorde surtout beaucoup d'importance à vos travaux, à vos réflexions, à ce que vous allez nous proposer. Je vous répète, c'est grâce à vous que nous avons fait des progrès considérables, que je pose les principes, que je mette les moyens, que je définisse la doctrine et les méthodes, c'est certainement nécessaire. Mais qu'on affine le contenu, c'est indispensable. Et c'est grâce à vous que nous pouvons le faire. C'est grâce à vous que nous avançons avec les expérimentations. C'est grâce à vous que nous faisons des évaluations probantes. C'est grâce à vous que nous pouvons, en toute sécurité mentale, parce que pour moi c'est important, généraliser ces dispositifs. C'est grâce à vous que nous avons fait donc ces progrès sur le suivi individualisé, que nous avons fait des progrès sur la justice restaurative, que nous avons aussi inscrite dans la loi. Là aussi, il y a eu des expérimentations. Il y en avait d'ailleurs qui avait commencé avant, enfin à mon arrivée, il existait déjà des expérimentations. Nous sommes passés à une deuxième phase d'expérimentation. Et aujourd'hui, nous voyons bien à quel point ce qui a été fait peut être généralisé, avec précaution. Mais nous avons permis la généralisation en l'inscrivant dans la loi du 15 août 2014. Et nous voyons bien à l'usage comment les résultats sont efficaces, hein, que ce soit la médiation auteur-victime, que ce soit les rencontres condamnées-victimes, que ce soit les conférences de groupe familial, les cercles restauratifs. Nous voyons bien comment tout cela donne des résultats, contribue à la résilience pour les victimes, mais aussi, et ça n'est pas négligeable, à la désistance pour les auteurs. Vous savez l'importance que j'accorde à la politique de prévention de la récidive, donc l'importance aussi que les auteurs prennent conscience de leurs responsabilités, se posent comme sujet d'exécution de leur peine et comme sujet citoyen dans la société de façon à ce qu'ils ne récidivent pas. Tout ça, ce sont vos expériences et vos réflexions qui nous aident à le faire le mieux possible. Donc merci. Merci à nos invités étrangers. Nous en avons du Royaume-Uni, nous en avons du Canada. Nous utilisons surtout les expériences qui ont été conduites dans ces pays et nous nous enrichissons de ces expériences. Donc merci à vous tous. Je vais rester un peu encore avec vous. L'année dernière et l'année précédente, j'étais venue clôturer vos travaux. Il était prévu que j'en fasse autant cette année. Je ne pourrais pas, et j'en suis désolée. Vous, ça ne vous fait certainement aucun effet, mais moi, j'en suis absolument désolée. Il se trouve que j'ai une réunion à Matignon avec le Premier ministre, et ce sont mes réunions régulières sur mes dossiers justice. Ça aurait été compliqué de changer de date, donc je ne pourrais pas revenir vous voir cet après-midi. Mais je vais rester un petit moment avec vous et je vais écouter un peu vos travaux, mais je vous remercie vraiment très, très chaleureusement d'être là aujourd'hui malgré votre charge de travail. Pardon de vous avoir d'avoir retenu votre attention plus longtemps que nécessaire, et merci encore d'être là et de ce que vous allez nous produire encore aujourd'hui.